En avant pour la grande éclate. Beetlejuice. C'est la première fois sur la chaîne qu'on parle d'un film de Tim Burton. Alors ça tombe bien parce que Beetlejuice, que j'ai choisi de vous présenter cette semaine, c'est un de mes films préférés depuis l'enfance. Genre, j'ai vraiment dû le voir plus souvent que Batman. Ce film est le premier succès de Tim Burton, réalisateur un peu loufoque dont le style unique n'a jamais été aussi présent que dans ce film. Après le succès de son premier film, Pee-wee's Big Adventure, sorti en 1985, Tim Burton reçoit plusieurs scénarios, souvent des comédies, mais finit par être découragé par leur manque d'imagination et d'originalité. David Geffen, producteur de musique et de cinéma de renom, qui fondera en 1994 DreamWorks avec Steven Spielberg, lui soumet alors le scénario de Beetlejuice, écrit par Michael McDowell, un auteur qu'il connaît bien pour avoir déjà mis en scène l'un de ses scénarios, The Jar, épisode d'Alfred Hitchcock présente. Burton est conquis par l'humour noir et le sens du macabre de ce scénario et accepte d'en faire son prochain projet. Mais Burton va s'écarter de la version initiale de McDowell qui était bien plus horrifique que le résultat final. L'accident de voiture, par exemple, était décrit de façon réaliste avec tous les détails comme le bras de Barbara qui se faisait écraser et le couple qui hurlait pendant que leur voiture coulait lentement dans la rivière. Au lieu d'être forcés de chanter et danser durant le repas, les Deeds et leurs invités étaient attaqués par une moquette représentant des plantes grimpantes qui s'agrippaient à leur chair. Beetlejuice tentait de tuer les Deeds au lieu de leur faire peur et voulait carrément violer Lydia et non pas se marier avec elle. À la fin du film, Beetlejuice prenait la forme d'un démon ailé avant d'être détruit par un rituel. En conclusion de cette version, les Maitland se transformaient en version miniature d'eux-mêmes et finissaient par habiter dans la maquette de leur maison. Warren Scarren sera donc engagé pour écrire le scénario afin de changer le ton du film et le rendre plus comique. Il a l'idée de représenter par exemple l'au-delà sous la forme d'une bureaucratie complexe. Beetlejuice y a décrit plus comme un pervers qui aime foutre le bordel plutôt qu'un meurtrier. Dans la première itération du scénario de Scarren, la fin prévoyait que les Deeds rentrent à New York, mais que Lydia reste avec les Maitland. Scarren a également enrichi la représentation des limbes par McDowell, qui maintenait Barbara et Adam prisonniers dans leur maison. Dans le script original, ces limbes prenaient la forme d'un immense vide rempli d'engrenages d'horloge géants, déchirant la structure du temps et de l'espace à chaque mouvement. Scarren a introduit l'idée selon laquelle Barbara et Adam rencontrent différents types de limbes chaque fois qu'ils quittent leur maison, y compris le monde de l'horloge et celui des vers de sable identifiés comme Titan, la lune de Saturne. Scarren a également ajouté le leitmotiv musical accompagnant les manigances fantomatiques de Barbara et Adam, bien que son script ait initialement spécifié des airs de R&B au lieu de Harry Belafonte, et devait se conclure d'ailleurs avec Lydia dansant sur When a Man Loves a Woman. Le script initial prévoyait également des scènes supprimées comme celle de l'agent immobilier Jane essayant de convaincre les Deeds de lui permettre de vendre la maison pour eux, après la leur avoir déjà vendue au décès des Maitland, et une révélation sur la façon dont Beetlejuice était mort des siècles plus tôt en tentant de se pendre alors qu'il était complètement ivre, après avoir été plaqué par une femme. Le choix le plus déterminant dans le film fut bien sûr le choix de l'acteur qui allait incarner le bioexorciste pervers et déjanté Beetlejuice. Tim Burton pensa tout d'abord à Sammy Davis Jr., mais la Warner s'y opposa. C'est David Geffen qui lui suggère alors d'engager Michael Keaton. Burton ne connaissant pas du tout l'acteur, il fut rapidement convaincu après l'avoir rencontré. Burton affirma au sujet de Michael Keaton qu'il était complètement cinglé, maniaque, une vraie pile électrique, avec des yeux hallucinants. Tim Burton est fasciné par les yeux des gens, et c'est ce détail chez Keaton qui finit par le convaincre. Pour le rôle de l'ado dépressive Lydia Deeds, Drew Barrymore et Alyssa Milano ont toutes les deux auditionné pour le rôle. Mais le choix de Burton se porta sur Winona Ryder, après l'avoir vue dans Lucas, son premier film sorti en 1986. Winona Ryder qu'il choisira 2 ans plus tard pour jouer aux côtés de Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. Un film qui a marqué ma génération, que je considère comme un petit bijou intemporel du cinéma, et si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers l'excellente rétrospective que Corn Pop lui a consacrée sur sa chaîne.
Hop 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 hop, qu'est-ce que tu fais toi? Bah quoi? J'ai pas l'habitude d'intervenir au milieu des vidéos, mais d'abord c'est que le début, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis vous reviendrez plus tard pour aller voir l'excellente vidéo de Corn Pop sur Edouard aux mains d'argent. Et maintenant que vous êtes abonné, on peut reprendre le cours normal de cette émission. Geena Davis et Catherine O'Hara signent rapidement, mais les autres acteurs sont plus difficiles à convaincre, car d'après Tim Burton, ils ne savent pas trop quoi penser de ce scénario un peu bizarre. La directrice de casting, Jen Jenkins, affirma d'ailleurs que David Geffen eut du mal à convaincre Michael Keaton de rencontrer Tim Burton, tandis qu'elle-même a longtemps négocié avec les parents de Winona Ryder pour qu'il la laisse jouer dans le film. Le tournage se déroule au Culver Studio de mars à juin 87 à Culver City. Seules quelques scènes d'extérieur sont tournées à East Corinth, dans le Vermont. Étant donné la large variété d'effets spéciaux nécessaires au film, avec entre autres l'utilisation de slow motion, de maquettes, de prothèses, de maquillage et d'effets mécaniques, Tim Burton avait l'intention de les réaliser comme dans les séries B de son enfance. Il voulait donner au film un côté cheap et complètement fauché. Il engage donc Bo Welch, avec qui il travaillera à nouveau pour Edouard aux mains d'argent et Batman le défi, qui décrit les décors comme une hiérarchie de réalité qui vous mène dans l'irréalité. Pendant le tournage, Tim Burton se lie d'amitié avec Michael Keaton, les deux hommes passent beaucoup de temps à discuter du personnage, trouvant ainsi la plupart de ses gags entre deux prises. Les projections test faites sans la musique composée par Danny Elfman furent très négatives avant de devenir beaucoup plus favorables une fois la musique ajoutée. Le public test étant complètement fan des scènes se déroulant dans la salle d'attente, pousse Tim Burton à filmer une scène additionnelle qui sera l'épilogue du film, dans lequel Beetlejuice met en colère un réducteur de tête. C'est cette fin qui sera conservée dans la version finale du film. Les responsables de Warner Bros, en revanche, n'aimaient pas le titre Beetlejuice et voulaient l'appeler House Ghost ou Fantôme de maison, mais le réalisateur finit par obtenir gain de cause. La bande originale du film, composée par Danny Elfman, sort le 7 juin 1988 sous le label Geffen Records et comprend deux chansons d'Harry Belafonte, Day-O et Jump in the Line. Elle est décrite comme un parfait mélange entre les côtés absurdes et effrayants du film. Avec un budget de 15 millions de dollars, dont 1 million affecté uniquement aux effets spéciaux, Beetlejuice récolta 73 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, soit plus de 5 fois son budget initial, et 628 000 entrées en France. Au total, Beetlejuice termina sa course au box-office à 74,7 millions de dollars, un succès inattendu qui confirmera Tim Burton au poste de réalisateur de Batman. Le film remporta également l'Oscar des meilleurs maquillages en 1989. Au casting, Michael Keaton interprète Beetlejuice, Alec Baldwin Adam Maitland, Geena Davis Barbara Maitland, Winona Ryder Lydia Dietz, Jeffrey Jones Charles Dietz, Catherine O'Hara Delia Dietz et enfin Glenn Shadix Otto le décorateur. Beetlejuice raconte l'histoire de deux jeunes mariés récemment décédés qui deviennent des fantômes hantant leur ancienne maison. Pour les aider à faire fuir les nouveaux propriétaires, ils vont faire appel à un bioexorciste du nom de Beetlejuice. Le film démarre par un plan séquence ultra connu où on survole une petite ville qui s'avère être une maquette. Impossible de s'en lasser pour ma part. Et honnêtement, qui n'a jamais mis cette chemise à carreaux à l'époque? Elle existait aussi en bleu, en rouge et en vert. Barbara et Adam, un couple de jeunes mariés, ont décidé de passer leurs vacances à décorer leur jolie maison de campagne, située en haut d'une colline qui surplombe le petit village de Winter River, dans le Connecticut. Maison qui intéresse Jane, l'agent immobilière un peu relou. Et oh, il est mignon le petit chien qui vient de passer. De retour d'une virée en ville, Barbara donne un coup de volant pour éviter ce chien, et la voiture finit par tomber dans la rivière. De retour à la maison, il se rend compte que plusieurs choses ne vont pas, comme le feu allumé dans la cheminée, leur reflet qui n'apparaît plus dans le miroir, ou encore un mystérieux livre qui a atterri sur la table basse de leur salon. Ils comprennent donc qu'ils n'ont pas survécu à l'accident, et sont donc en attente chez eux, mais en confinement, vu qu'ils peuvent plus sortir en fait. Heureusement que t'étais là. Tu es parti 2 heures. Bon, ça va, il y a pire comme situation, hein. Jen, l'agent immobilière, en a profité de son côté pour vendre la maison à la famille Dietz. Ah bah, elle les a pas pleurés longtemps, hein. La famille Dietz débarque donc de New York. Charles Dietz, ancien promoteur immobilier, accompagné de sa seconde femme Delia, sculptrice, et de Lydia, sa fille un peu gothique, issue de son premier mariage, qui aime prendre des photos. Alors chérie, ça te plaît?
moi ça me plaît bien. Sous la direction du décorateur d'intérieur, Otto, la famille transforme la maison en une œuvre d'art postmoderne de franchement très mauvais goût. Ah si, c'est vraiment à chier. Les Maitland essayent de les faire partir en leur faisant peur, mais ça n'a pas beaucoup de succès, vu qu'ils sont invisibles. En essayant de sortir, ils se retrouvent à nouveau dans cette dimension étrange, sorte de désert gardé par un serpent des sables. Une grande, belle chambre noire. La mère veut tout dégager et refaire la maison à son goût, alors que Lydia et son père voudraient garder la maison dans son jus. On voit clairement qui c'est qui porte la culotte. Lydia qui semble la seule à voir le couple qui s'est réfugié dans le grenier. Au même moment, un bioexorciste du nom de Beetlejuice tente d'entrer en contact avec eux en se faisant de la pub. D'abord dans un tract qu'il trouve dans le manuel pour personnes décédées, mais aussi dans la télé. Il décide finalement de suivre les consignes du manuel et en dessinant une porte sur le mur, emprunte un passage. Ils arrivent dans une salle d'attente et font la connaissance d'autres personnes décédées comme eux. Voulez-vous une cigarette? Non, je vous remercie. Moi aussi, j'essaye de m'arrêter. Vous n'avez pas pris rendez-vous tous les deux? Et de l'administration locale. Ils vont devoir rester 125 ans chez eux. À leur retour, ils se rendent compte que leur maison a beaucoup changé et font la rencontre de Juno, leur superviseur, qui visiblement est morte égorgée. Elle les met en garde contre Beetlejuice, mais leur dit comment l'appeler avant de s'évaporer. C'est un petit peu idiot. Ils essayent de faire fuir la famille eux-mêmes, mais ça n'a pas beaucoup de succès, et ils sont même pris en photo par Lydia. Ils finissent donc par appeler Beetlejuice. Et vous savez comment on fait pour appeler Beetlejuice? Beetlejuice, Beetlejuice, Vas-y, dis-le une troisième fois. Beetlejuice. Ouais. Dis donc, toi, t'as du goût pour les jolies poulettes. Ça marche bien entre vous, ou j'ai des chances de me la faire. Un peu plus d'intimité à trois, ça peut pas nous faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quelles sont vos qualifications? Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard, et après, j'ai beaucoup voyagé. Pas vraiment convaincue, Barbara a finalement une idée pour réussir à les faire fuir. Au cours d'un dîner, qui reste la scène la plus culte du film, ils parviennent à posséder la mère d'Elia qui se met à chanter sur la musique de Calypso. Et tous vont la suivre dans une chorégraphie qui est aussi la scène la plus culte du film. C'est toi qui as eu cette idée? Work all night and I drink a rum. Stack banana till the morning come. I come and we want go home. Ils pensaient les faire fuir, mais c'est finalement l'inverse qui se produit. Otto et les Dietz sont au contraire intrigués par le paranormal et veulent faire la connaissance de ces fantômes. Dans le grenier, Otto vole le manuel. Et Beetlejuice décide à son tour de faire peur à la famille, manquant de peu de tuer le père. Lydia, tellement déprimée qu'elle pense à se suicider, tombe alors sur Beetlejuice qui essaye de revenir en lui faisant deviner son nom. Le charme de la petite ville et les événements surnaturels inspirent alors Charles, qui propose à son patron Max de transformer la ville en un lieu touristique. Mais Max veut des preuves de l'existence des fantômes. À l'aide du manuel, Otto parvient à travers un enchantement à forcer les fantômes d'Adam et Lydia à apparaître devant eux. Ils reviennent donc à la vie dans leurs habits nuptiaux, mais commencent à vieillir et à se décomposer, car Otto a involontairement pratiqué un exorcisme à la place. Lydia part donc chercher de l'aide immédiatement auprès de Beetlejuice, mais il ne l'aidera à une seule condition, si elle l'épouse. Épouser un humain permettrait à Beetlejuice de semer le chaos dans le monde des vivants. Beetlejuice sauve alors les Maitland, se débarrasse de Max et de sa femme dans un jeu de fête foraine, et d'Otto en changeant ses vêtements, puis prépare un mariage devant un prêtre nain démoniaque, mais plutôt marrant au final. Lydia, consentez-vous à prendre pour Je m'appelle Lydia et je prends pour mari cet homme qui est ici près de moi et que j'aime. par les pouvoirs qui me sont Beetlejuice. Tais-toi, chienne. Les Maitland interviennent avant la fin de la cérémonie, et Barbara chevauche un ver des sables à travers la maison, qui finit par dévorer Beetlejuice. Les Dietz et Maitland acceptent enfin de vivre en harmonie dans la maison, Barbara et Adam forment un lien plus fort avec Lydia, et elle les persuade d'utiliser leur pouvoir afin de la faire danser dans les airs.
Beetlejuice est alors coincé dans la salle d'attente de l'au-delà, vole un ticket numéroté à un sorcier qui s'en aperçoit et décide de rétrécir sa tête pour se venger. Et vous me salopez mon brushing, ne décollez pas, et oh, oh, eh, mais j'ai jamais eu la grosse tête, moi. Oh non, eh, oh, oh. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Au début du projet de Beetlejuice, c'est Wes Craven qui devait initialement réaliser le film, mais le scénario n'étant pas assez horrifique à son goût, il s'écarta donc du projet et c'est Tim Burton qui est finalement choisi à sa place. C'est avec ce film que Tim Burton impose véritablement son style qu'on retrouvera à travers toute son œuvre. Le réalisateur fait entrer le spectateur dans un univers joyeusement morbide et comique, tout en restant plutôt poétique. Le réalisateur craignait que la séquence de Dewo ne se passe pas bien, car à son avis elle n'était pas très drôle. Burton a finalement eu tort, le public l'a adoré et considère comme l'une des scènes les plus emblématiques du film. Michael Keaton a improvisé 90% de ses répliques, il a souvent déclaré d'ailleurs que c'était le film préféré de sa carrière. Sur le tournage de Beetlejuice, Tim Burton sympathisa avec Michael Keaton. Il lui proposa alors le rôle de Batman dans son prochain film. Mais la Warner ne voulait pas de lui, car son rôle de Beetlejuice lui collait trop à la peau. Après avoir insisté auprès de la production, Tim Burton finit par obtenir gain de cause, et comme on le sait, Michael Keaton sera incroyable en Batman et en Bruce Wayne. Suite au succès du film, une série télévisée d'animation fantastique a vu le jour. Tim Burton a ainsi réalisé 109 épisodes de 30 minutes qui ont été diffusés entre 1989 et 1991 sur le réseau ABC aux États-Unis. Ils furent également diffusés en France en 1992 sur Canal+, puis sur France 2 en 1995 et récemment sur Cartoon Network et Canal J. Un jeu vidéo de Beetlejuice a également été créé au début des années 90 et sorti sur la console Nintendo, la première, la NES, et sur Game Boy. Les membres de l'équipe de rugby décédés qui apparaissent au milieu du film sont une référence évidente au vol uruguayen qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes et dont les événements sont relatés dans le film Les Survivants, sorti en 1993 et réalisé par Frank Marshall, et plus récemment dans Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona sur Netflix. En 1998, c'est le premier DVD proposé à la location par Netflix sur son catalogue. Beetlejuice est un film qui peut paraître étrange et bizarre, je pense surtout pour les plus jeunes ou pour quelqu'un qui le découvrirait de nos jours. Pourtant, il a tout ce qu'on aime dans les films de Tim Burton, avec un petit grain de folie en plus. Michael Keaton est incroyable dans ce rôle unique et détestable, mais tellement drôle, qui je trouve lui colle totalement à la peau, puisque je n'ai jamais cessé de penser à Beetlejuice à chaque fois que je le voyais dans un autre film. Vous êtes que des ringards. Vous parlez à un professionnel quand même. C'est une comédie fantastique, une histoire de fantôme vraiment rafraîchissante, qui malgré son sujet dramatique nous laisse imaginer une drôle de vision de ce que pourrait être l'au-delà, et finalement aussi chiant que la vraie vie, avec son administration très complexe et ses règles incontournables. Le film est bourré d'idées farfelues, très inventif, c'est l'un des meilleurs films de Tim Burton avec les deux Batman, Édouard aux mains d'argent et Sleepy Hollow selon moi. Les visuels sont comme toujours dans les films de Tim Burton très inspirés et merveilleux grâce au travail du décorateur Bo Welch. On aurait franchement presque envie de pouvoir se balader dans ces couloirs de l'au-delà et d'ouvrir quelques portes pour voir ce qui se cache derrière. Les effets spéciaux, volontairement loufoques, donnent un côté kitsch au film et font qu'il supporte plutôt bien le poids des années. Le scénario est rempli de répliques cultes, drôles et mémorables. La musique de Danny Elfman est une réussite, avec de jolis morceaux de piano vraiment très poétiques, je vous invite à les écouter, et la mise en scène est franchement superbe. Les performances sont totalement décalées, avec Alec Baldwin et Gina Davis, plutôt timides et discrets dans le rôle du couple récemment décédé, qui veut débarrasser leur maison de ses nouveaux occupants. Et dans la famille Dietz, Catherine O'Hara est juste incroyable, complètement folle, à gueuler tout le temps et parfois un peu détestable. Je me lasse pas de l'entendre crier, ni de la voir éteindre la télé à moitié shootée au Xanax. Nettoyer ça, moi, au chalumeau, sans problème. Oh, une salle de bain médiévale. Si tu ne me laisses pas transformer cet endroit comme j'en ai envie, je sens que je vais devenir dingue et je vais te rendre la vie infernale.
On la retrouvera d'ailleurs dans un rôle assez semblable un an plus tard dans le rôle de la mère de Kevin McAllister dans la comédie de Noël Maman j'ai raté l'avion. Et Winona Ryder est également mémorable, ça restera pour moi cette éternelle adolescente suicidaire et gothique avec son humour décalé, je la trouve superbe dans le film. À quoi vous ressemblez là-dessous? Tu n'as pas peur? J'ai pas peur d'une paire de draps. Est-ce que vous êtes défiguré? Les êtres humains ne comprennent rien à l'étrange et au surnaturel. Comme je suis moi-même, étrange et surnaturel. Beetlejuice a une atmosphère unique. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre, et même à aucun autre film de Tim Burton quand on y pense. Le film comporte 2 ou 3 scènes d'anthologie, comme la sublime séquence du dîner, la scène où Beetlejuice fait voler le couple de New-Yorkais dans les airs, ou le final où Lydia danse et chante en haut des escaliers. Le doublage français est également excellent pour l'ensemble du casting. À noter Richard Darbois, qui est la voix de Otto, le décorateur. C'est une comédie, mais pour le sous-texte du film, j'imagine que le but, c'est de nous montrer que les vivants et les morts peuvent finalement réussir à coexister. Et que la musique caribéenne, c'est pas si mal en fait. Les vivants et les morts, comment vivre ensemble? Oh, ça déménage là-haut. Ah! Il est trop sensible. L'idée de donner une suite à Beetlejuice n'est pas nouvelle, et ne date pas d'hier, elle date en fait de 1990. Cette année-là, Tim Burton engage Jonathan James pour écrire une suite du film intitulé Beetlejuice à Hawaï. Burton trouvait amusante l'idée de mélanger la toile de fond d'un film de plage avec l'univers gothique de Beetlejuice, car les deux ne vont vraiment pas ensemble. L'histoire prévoyait que la famille Dietz s'installe à Hawaï, où Charles avait créé un complexe touristique. Il découvre vite que ce complexe a été construit en fait sur un cimetière et l'esprit d'un sorcier hawaïen vient semer le trouble. Lydia fait alors appel à Beetlejuice, le script prévoyant que celui-ci devienne un héros en remportant un concours de surf. Michael Keaton et Winona Ryder étaient d'accord pour jouer dans le film, à la condition que ce soit bien sûr Tim Burton qui le réalise. Mais cette année-là, il est occupé par la production de Batman le Défi et le projet fut donc mis de côté. En 1996, Warner Bros approche Kevin Smith pour écrire le scénario, mais celui-ci décline la proposition, estimant que tout a déjà été dit avec le premier et qu'une suite n'est pas nécessaire. Le projet est donc abandonné en 1997, Winona Ryder étant alors trop âgée pour reprendre son rôle. C'est finalement bien plus tard, en septembre 2011, que Warner Bros engage un nouveau scénariste, Seth Graham Smith, auteur du scénario de Dark Shadows, pour écrire un nouveau script pour la suite. Graham Smith se met donc au travail avec la ferme intention d'écrire une suite qui respecte l'esprit de l'œuvre originale et tient à ce que Michael Keaton reprenne son rôle. Keaton et Tim Burton annoncent qu'ils participeront au projet uniquement s'ils sont séduits par le scénario de Graham Smith. En octobre 2013, Tim Burton est en pourparlers pour réaliser le film, et Winona Ryder confirme le mois suivant que la production de Beetlejuice 2 est en bonne voie en évoquant sa probable participation. Un an plus tard, en février 2014, Keaton confirme avoir contacté Tim Burton au sujet de la production d'une suite. Tim Burton confirme que Beetlejuice 2 est bien en chantier et que Michael Keaton et Winona Ryder feront bien leur retour. Il révèle également qu'il ne s'agira pas d'une suite directe du premier film. En octobre 2017, Warner Bros engage Mike Vukadinovich pour la réécriture du script. Le film est finalement confirmé sous le titre Beetlejuice. Burton est à la réalisation de cette suite qui doit sortir en salle le 6 septembre aux États-Unis et le 11 en France. Michael Keaton reprend son rôle, ainsi que Winona Ryder et Jenna Ortega, qui est également annoncée dans le rôle de la fille de Lydia Dietz. Alors je vous avoue que j'ai plutôt hâte de retrouver tous ces personnages 35 ans après, même si j'ai un petit peu peur que la magie n'opère plus vraiment. Quand j'étais ado, un démon farceur a terrorisé toute notre famille. Je le croyais disparu à jamais, jusqu'à ce que tu trouves ce tract dans le grenier. Ne prononce jamais son nom! Beetlejuice. Non, arrête! Je ne plaisante pas, Astrid! Beetlejuice. On envoie la sauce. Oh, tu seras tellement heureuse avec moi. C'est surprenant d'ailleurs pour Tim Burton de revenir sur l'un de ses tout premiers films 35 ans après. C'est quand même un pari sacrément gonflé. En tout cas, moi je suis impatient tout de même d'aller le voir au cinéma. Ça va faire plaisir de se replonger
dans ce film culte des années 80. Dites-moi d'ailleurs si vous comptez aller le voir ou pas. C'est un film qui a pas eu un énorme succès en France, en tout cas à l'époque de sa sortie cinéma. J'ai quand même l'impression qu'il a gagné son statut de film culte des années après, grâce notamment aux sorties vidéo. Merci d'avoir regardé en tout cas ce nouvel épisode de la série Dans ton culte, plein de nouveautés pour cette rentrée, avec notamment l'arrivée des podcasts un petit peu partout sur les plateformes. Ça vous permet de pouvoir retrouver les anciens épisodes en version audio quand vous êtes au bureau, quand vous êtes dans le métro, dans les transports. C'est plutôt pratique. C'est pour ça que j'ai souhaité vous permettre d'avoir accès au podcast. La cagnotte Tipeee est également désormais disponible pour les plus généreux d'entre vous. Ça m'aidera évidemment à tenir un rythme de production hebdomadaire. Vous vous doutez bien qu'avec le format de la chaîne, pas mal de vidéos sont démonétisées par YouTube. Donc ça pourra forcément qu'aider. Et puis la section membres rejoindre est également ouverte, avec un accès anticipé à toutes les vidéos sur la chaîne. Je vous laisse découvrir ça, il y a tous les liens en description. Abonnez-vous évidemment si c'est pas déjà fait, hein. Vous êtes 8 personnes sur 10 à regarder toutes les vidéos de la chaîne sans vous être abonné. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors c'est pas moi qui fixe les règles, hein. Ça me dérange absolument pas que vous regardiez mes vidéos sans vous être abonné. Mais pour YouTube, ça change tout. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça ne peut qu'aider la chaîne à se développer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine et soyez heureux.